Donc le symposium commun avec le comité de nutrition de la Société française de pédiatrie. Donc nous avons l'orateur, le deuxième orateur qui est malheureusement Jean-Pierre Chouraki qui est malade, qui ne pourra pas être avec nous. On vient de lui mettre un petit mot pour lui dire qu'on pensait à lui. Et donc nous sommes heureux donc, sur cette session autour donc, de la nutrition et de l'alimentation de l'enfant, d'inviter Virginie Rigour, donc de Paris, du service du professeur Alexandre Lapillonne. Donc bonjour à tous, merci pour cette invitation. Donc moi je résiste, j'ai jamais eu la Covid. Ça doit être l'environnement, l'air, la pollution côté Necker versus côté Robert Debré qui est pas la même. Bon, bref, en tout cas, je suis pédiatre à Necker Enfants Malades en néonatologie. Je suis le médecin responsable du lactaire régional d'Île-de-France et j'ai le plaisir d'évoquer un sujet un petit peu d'actualité qui interpelle un petit peu toutes les familles que vous pouvez rencontrer en consultation sur l'impact un petit peu de l'environnement périnatal sur la santé de l'enfant et surtout finalement comment peut-on informer les mères qui allaitent sur le sujet. Donc je n'ai pas de conflit d'intérêt particulier, hormis juste l'intérêt primordial de promouvoir et de soutenir l'allaitement maternel et de protéger dans le même sens la planète et la santé de l'enfant. Alors, la pollution, globalement, elle touche environ un enfant sur 7 dans le monde, avec finalement des effets significativement différents sur la santé en fonction de son lieu d'habitation, de son mode de nourrissage. Et ce qui est certain, c'est que ça a un coût énorme pour la société, qui est probablement mal évalué, hein, avec la pollution atmosphérique qui est responsable jusqu'à 13% et probablement même au-delà des maladies actuellement que l'on rencontre au quotidien dans nos consultations. Globalement, il y a des lois qui ont évolué, il y a énormément de progrès qui ont été faits depuis une vingtaine d'années, avec une énorme diminution de certains polluants dans certains domaines, mais il y a encore certaines zones qui ne respectent pas les recommandations. Et on peut trouver par exemple sur cette carte en France encore de nombreuses émissions de gaz à effet de serre liées à certaines industries dans la métallurgie, le verre, le ciment. Et je me suis amusée comme Marc Belaïch à regarder un petit peu comment ça se passait en Belgique. Les indicateurs sont plutôt bons dans la région. Là, voilà, ça a l'air d'être au vert, mais bon, voilà, c'est la source doit être peut-être réévaluée. Les enfants, finalement, que l'on rencontre au quotidien dans nos consultations, eh bien, ils vont être soumis à quels polluants? Des polluants qui sont finalement ceux du lieu de domicile de leur famille, de la façon, des habitudes locales dans la maison où ils habitent, et puis surtout des politiques nationales et aussi des politiques régionales. Si, en effet, vous habitez dans une région où il y a des vignes, il y aura peut-être plus de risques qu'il y ait des pesticides auxquels la famille soit en contact. Si la famille n'est pas bien informée sur certaines pratiques, eh bien peut-être qu'elle va juste organiser la chambre de l'enfant quelques heures avant qu'il arrive au domicile en sortant de la maternité. Il n'aura pas laissé les classiques 3 mois que l'on souhaite pour permettre d'évaporer un petit peu toutes les substances qui sont libérés par les vernis, la peinture qui aurait été mise au mur. Donc là, vous avez une espèce de florilège de tous les polluants, les micropolluants qui viennent aussi, les particules fines qui peuvent venir aussi éventuellement des peluches, les hydrocarbures, les détergents. Et donc ça va étroitement être dépendant de comment la famille gère son panier au quotidien de courses. Où est-ce qu'elle achète les cosmétiques? Est-ce qu'elle en utilise? Il va y avoir aussi donc les polluants domestiques et puis il va y avoir l'impact aussi de l'alimentation de la mère allaitante. Est-ce qu'elle a des connaissances sur qu'est-ce qu'elle doit consommer comme poisson et éventuellement aussi, il y aura est-ce qu'il a des biberons de complément ou pas, ou est-ce qu'il est exclusivement allaité. Donc c'est un petit peu tout ça qu'on va essayer de voir. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'actuellement on est quand même très très impacté par une espèce de terme nouveau qui est apparu dans le dictionnaire en 2023, qui est l'éco-anxiété. Et cette éco-anxiété, c'est finalement une prise de conscience d'une certaine menace. Alors là, je vous ai mis l'ensemble des menaces auxquelles on a dû faire face, jusqu'à très récemment le plomb qui pouvait être émis par l'incendie de Notre-Dame de Paris.
avec un peur sur l'avenir et il y a eu une notion après de diffusion dans les réseaux finalement sociaux de tout un tas de messages contradictoires, et ces messages peuvent interférer avec des bonnes pratiques qui sont ancrées depuis des années. Et là, je vous ai mis par exemple le changement de pratique avec les conséquences sur la santé de l'enfant qui peuvent être beaucoup plus graves, comme prouvé par l'article qui a un titre un peu accrocheur, les microplastiques découverts dans le lait maternel alertent les chercheurs. Et donc là, si les femmes ouvrent les réseaux, regardent ça, d'un seul coup, allez hop, on a déjà perdu 20% des allaitements maternels en 100 ans de maternité. Là, on en repère 20% et on est déjà plus qu'à 3% à 6 mois. Donc là, ça ne va pas faire grand-chose. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que l'enfant que vous voyez en consultation, le nouveau-né, le nourrisson, puis l'enfant, finalement, c'est une population quand même à haut risque. C'est la partie un petit peu des 1000 jours et où physiologiquement, il va ingérer plus d'aliments, plus d'eau et inhaler plus d'air par rapport à sa surface corporelle, avoir une plus grande surface cutanée, une peau plus fine, avoir des voies respiratoires plus petites avec un renouvellement de l'air plus important, des barrières alvéolo-capillaires plus étroites, certaines incapacités à métaboliser certains produits liés à son immaturité, et puis des comportements particuliers. Et c'est vrai qu'il a tendance à porter les mains à la bouche, il a un modèle unique de consommation au départ, et on va le voir, ça va être très marqué quand il consomme par exemple du lait artificiel, il est proche du sol, et il y a des organes qui peuvent être plus ou moins sensibles. Donc c'est une particularité toxicologique très particulière. Du coup, on ne peut pas avoir la même réponse par rapport à un enfant, à un adulte qui serait exposé. Alors là, vous avez ce que l'on peut sortir de la littérature comme conséquence éventuellement clinique de l'exposition à certains polluants. Et donc, c'est classé un petit peu comme mon premier tableau, ma première diapositive, avec les polluants de l'air ambiant, les métaux lourds, les POPs, donc les polluants organiques persistants, tous les pesticides, les dioxines. Et vous voyez que le tropisme peut être différent, avec certains qui vont avoir une tendance à favoriser la survenue des cancers, d'autres qui vont altérer la croissance fœtale et favoriser la prématurité, c'est par exemple les polluants atmosphériques. Ceux qui vont perturber le neurodéveloppement, et ça va être essentiellement les métaux lourds, et puis certains polluants organiques persistants. Et puis il y a toutes les pathologies respiratoires et immunitaires qui vont être essentiellement véhiculées par toutes les micro-particules et autres qui sont dispensées dans l'air. Et puis la croissance, voire l'anomalie de croissance ou le développement d'obésité peuvent être aussi favorisés par l'exposition à des polluants organiques persistants. Donc finalement, les conséquences sur la santé de l'enfant sont assez variables sur les différentes études que l'on va voir. Et du coup, est-ce qu'elles sont réellement présentes? Est-ce qu'il y a un surrisque d'être allaité par rapport au fait d'être au lait artificiel? C'est ce qu'on va voir. Donc là, je vous ai mis que malgré finalement certaines conventions, entre autres la convention de Stockholm, qui visait à réduire et éliminer finalement les productions et l'émission de POPs, l'enfant reste exposé. Il reste exposé, et on l'a prouvé, parce qu'on dose des polluants dans le sang du cordon, dans le sang matériel, dans le placenta et dans le lait. Et donc ça témoigne essentiellement, du coup, c'est le reflet essentiellement de la consommation maternelle. C'est aussi le reflet toujours de l'exposition in utero. C'est-à-dire que quand on parle de l'exposition d'un enfant au sein, il faut considérer qu'il y a un passif, et l'exposition in utero, elle a aussi une empreinte, et elle va potentiellement majorer. Et donc, on parle bien des 1000 jours, et donc finalement, il faut tenir compte de l'exposition dès la période in utero. Après, l'allaitement maternel va pouvoir finalement avoir une place, l'alimentation de l'enfant va se surajouter, et puis il y a évidemment l'environnement dans lequel l'enfant est allaité et dans lequel la mère allaite, qui a aussi qui peut faire varier l'exposition. Et donc là, vous avez par exemple des recommandations qui sont émises sur le fait que si on allaite, il faut essayer non pas d'arrêter, non pas de stopper la consommation de poissons, mais de les ajuster pour se dire que finalement on ne consomme pas les poissons de toute fin de chaîne qui vont cumuler les métaux lourds, mais plutôt des poissons de début de chaîne alimentaire, riches en acides gras polyinsaturés, parce que ça, c'est indispensable pour le développement du cerveau. Et donc, on peut faire un ajustement. Et donc, pour ça, il faut que les familles aient les bons conseils qui relèvent du pédiatre, mais aussi de la diététicienne et des pouvoirs publics. Alors, si on parle de l'exposition de l'enfant allaité, on ne peut pas, dans le pendant, ne pas
finalement faire la liste de l'exposition de l'enfant qui est exposé aux préparations infantiles. Et là, je me suis amusée à vous faire un petit peu tout ce que l'on pouvait trouver dans les préparations infantiles. Les vaches, elles ont des médicaments, elles sont traitées, donc il peut y avoir des médicaments, il peut y avoir des bactéries, il peut y avoir des minéraux toxiques, il peut y avoir de l'aluminium qui non seulement va être utilisé comme agent anti-agglomérant, mais qui va être libéré par les matériaux utilisés pour la fabrication de soleil artificiel, voire par les boîtes de conditionnement. Il peut y avoir aussi des métaux lourds, des POPs, des contaminants herbicides liés à l'exposition des animaux qui produisent ce lait, du bisphénol A, et ça a été franchement réduit depuis les modifications du traitement des plastiques, qui du coup sont moins résistants, moins transparents, mais qui libèrent plus ces produits. Et puis il peut y avoir des fragments de métal, de nanoparticules. Donc ce n'est pas safe non plus. Alors si l'on regarde l'exposition via le lait, ça va concerner surtout les dioxines. Et là, il y a une forte diminution depuis 20 ans. Et ça, c'est lié à la diminution globale de l'exposition nationale. Et puis, l'exposition, on peut retrouver aussi du plomb. Mais globalement, c'est lié aussi aux modifications des pratiques alimentaires des mamans et des pratiques aussi à l'échelon régional des différents produits qu'elle peut utiliser. Les pesticides, selon que la maman habite en effet dans une région exposée plus ou moins, il peut y avoir des variations. Et si l'on regarde ce tableau, il nous montre que finalement, en termes de POPs, en effet, sur cette étude-là et sur la majorité des études sur le sujet, il y a une légère recrudescence de la présence de POPs dans le lait maternel par rapport à d'autres aliments auxquels l'enfant va être exposé plus tard. C'est tout simplement parce que d'abord, la majorité des polluants de l'environnement sont très lipophiles et le lait est riche en graisse. Donc, il va concentrer ces polluants. Donc, globalement, ce qu'il faut considérer, c'est que on a des résultats, mais ces résultats peuvent être fortement influencés. Et là, sur le schéma de droite, vous voyez que selon l'indice de masse corporelle de la maman, selon l'endroit géographique où elle est domiciliée, selon les méthodes de dosage qui peuvent fortement aussi influencer, c'est-à-dire qu'on peut avoir des modes d'extraction et des modes de dosage qui vont différer. Il faut toujours les rapporter au gramme de lipides, entre autres, selon la sélection des données, selon éventuellement les congénères indétectables qui vont éventuellement rentrer en compétition, l'âge de lactation et le fait que ce soit ou pas une primo-allaitante. Et on va le voir, les primo-allaitantes exposent plus leur bébé que les deuxième ou troisième allaitements. Eh bien, on peut avoir des grosses variations. Ce qui est très important, c'est que malgré cette exposition qui peut ressortir de certaines études concernant les POPs, les dioxines et autres toxiques, le développement de tous ces enfants allaités, alors qu'il y a un peu plus de toxiques dans certains laits de ces mamans, est meilleur dans la majorité des études. Il y a des études qui ont été faites, par exemple, dans les îles Féroé, où il y avait donc une exposition plus importante en mercure, et tous les enfants allaités, alors qu'il y avait une concentration plus importante dans les cheveux au moment de l'étude, qui témoignait donc d'une exposition plus importante, avaient un développement neurologique meilleur. Donc, ce qui ressort de la conclusion de toutes ces études, c'est que l'intérêt de l'allaitement maternel est largement supérieur au risque de l'exposition, mais que l'on peut ajuster les conditions dans lesquelles les mamans allaitent pour essayer d'être encore plus protecteurs. Et quand je suis arrivée à la gare, mais j'avais pas le Wi-Fi ici, je suis tombée en cherchant ma route sur une affiche d'une mutuelle belge qui prône une prime d'allaitement maternel. Et je me suis dit, faut que je photographie pour faire compétition avec Marc Belaïch, cette photo pour la mettre sur... il n'y a pas j'ai pas réussi à obtenir le mot de passe, mais vous la regarderez en repartant. Alors là, ça m'a marqué, je me dis, chouette, en Belgique au moins, il y a des pubs, les mutuelles prônent l'allaitement maternel, ce qui est bien. Je crois qu'il n'y a pas de mutuelle en France qui prône l'allaitement maternel. Voilà. Alors, petite focus, peut-être que dans vos populations, vous pouvez avoir des familles précaires. Et c'est vrai que dans ces cas-là, on peut être encore plus préoccupé sur l'exposition. L'exposition, elle va lier à un habitat ancien insalubre, à la pollution des sols, à la récupération des métaux selon les pratiques familiales, à l'utilisation d'appareillages mal entretenus, de chauffage. Et donc, du coup, on peut craindre que ces enfants soient exposés par l'environnement et que le lait des mamans allaitantes soit éventuellement plus contaminé. Donc c'est pareil,
eh bien, il va y avoir des mesures à ajuster. Et ça, c'est des politiques à l'échelon de la ville elle-même pour éviter l'utilisation de logements insalubres, pour favoriser, on va dire, le renouvellement des appareillages de chauffage. Et ça, c'est aussi le rôle finalement des médecins en PMI, des soignants qui parfois face à ces populations peuvent faire des signalements, essayer d'ajuster l'environnement. Alors, pour conclure, du coup, je vais faire 3 fiches pratiques. La première fiche pratique, c'est comment prévenir, finalement, protéger l'environnement du bébé face aux perturbateurs endocriniens, qui sont l'un des gros, on va dire, polluants auxquels il peut être exposé. Eh bien, si on regarde les différents lieux où l'enfant peut se trouver à son domicile, ça va être essentiellement dans la cuisine, en utilisant donc des produits de nettoyage écolabellisés non parfumés, bien laver les aliments, les ustensiles, et utiliser plutôt des récipients en verre ou en porcelaine. Là, qu'est-ce qu'on fait? On protège l'environnement de l'enfant, mais on protège l'environnement de la femme allaitante, et donc on réduit la quantité de toxiques dans le lait de ces mamans. Dans la salle de bain, c'est d'éviter les produits colorants capillaires, éviter les produits corporels parfumés avec des arômes, utiliser évidemment les produits sans parabènes, sans bisphénol A. Et dans la chambre de l'enfant, c'est laver tout nouveau textile que l'on utiliserait, éviter les jeux parfumés, vérifier toujours les mentions CE et bien aérer. En tout cas, on conseille de préparer éventuellement la chambre quelques mois avant pour permettre l'évaporation de tous les produits, vernis, peintures et autres qui sont mis dans les cartons d'emballage des meubles, nouveaux meubles utilisés. Pour les bonnes pratiques en cas d'allaitement maternel, et donc comment diminuer la quantité de polluants dans le lait maternel, c'est à peu près pareil globalement. C'est avoir des mesures habituelles d'hygiène vis-à-vis de l'utilisation des légumes, adapter la consommation des produits laitiers, éviter les poissons gras, donc de fin de chaîne comme j'ai dit, mais privilégier, continuer à recommander de manger du poisson par rapport aux oméga 3, oméga 6. Ne pas initier, alors entre autres, ça c'est peut-être une remarque importante, la mère du coup elle stocke la majorité de ces toxiques dans ses propres graisses, et on sait que la mère utilise du coup pour la synthèse de son lait ce qu'elle a stocké pendant la grossesse. Il y a des mamans qui spontanément vont maigrir sans même faire aucun ajustement de leur pratique au quotidien nutritionnel, mais initier spontanément un régime alors qu'on allait, c'est un moyen de libérer plus les toxiques, donc ça peut être une non-recommandation. Éviter donc tous les polluants associés, le tabagisme, etc., y compris le tabagisme passif. Limiter l'utilisation des produits donc domestiques, donc non éco-labellisés. L'utilisation évidemment de pesticides et herbicides. Et parfois, quand on a envie de jardiner, il faut être vigilant sur ce qu'on utilise quand on allaite. Fuir la proximité donc des décharges et des usines d'incinération, mais ça c'est plus des politiques à l'échelon régional. Et éviter donc, alors il faut savoir que les mamans peuvent être avoir un ajustement de leur poste de travail, aussi bien pendant la grossesse que pendant l'allaitement, s'il y a un risque d'exposition. Donc voilà la troisième guideline, c'était le pic de pollution, que faire dans ces conditions. Ça reste continuer à aérer. C'est pas parce que c'est pollué dehors qu'il faut pas aérer. Ça, c'est les recommandations. Aérer donc au moins 10 minutes 2 fois par jour. Ne pas entraver le fonctionnement des systèmes d'aération. Limiter les sorties au moment des pics de pollution. Et peut-être certaines pratiques. Alors là, je vous ai fait une photo d'une poussette juste à la hauteur des pots d'échappement. C'est vrai que est-ce que c'est bien judicieux? Voilà. Donc enfin, au total, limiter les contaminants de l'enfant allaité, mais de l'enfant en général, c'est d'abord ajuster l'environnement, et ça va être des politiques nationales, locaux-régionales, mais dès la maternité, et c'est finalement les projets des maternités un petit peu éco-labellisés, c'est ajuster nos comportements, entre autres par rapport au tabagisme, à l'alcool, au stress, autres, pollutions autres. C'est ajuster aussi les situations cliniques, et toute carence chez la maman, anémie, carence chez la maman ou chez l'enfant, ne fera que aggraver les conséquences d'une exposition à ces polluants. Et c'est surtout une prise en charge pluridisciplinaire qui commence dès la phase de conception et qui va au-delà, qui intègre à la fois les pouvoirs publics, les médecins du travail, les équipes obstétrico-maïeutiques, les pédiatres, et j'en oublie. Et c'est surtout impliquer les familles, leur donner des outils interactifs pour leur permettre de s'informer. Voilà, je voulais vous remercier de votre attention. Merci beaucoup pour cette présentation très intéressante, très didactique. On a le temps pour 2 ou 3 questions courtes, réponses courtes.
Au fond de la salle, je pense. Merci. Merci beaucoup. Je suis tout au fond, si vous voulez. Voilà. Ouais. C'était très intéressant. J'ai une question sur le plan alimentaire, parce que l'alimentation de la maman, vous avez surtout parlé des métaux lourds dans les poissons. Est-ce qu'il y a des études qui montrent que le fait de manger bio chez une maman qui allaite permet la diminution de la pollution du lait en termes d'intrants, par exemple? Alors, ça fait le fait de manger bio, il y a manger bio ou manger éco-durable, c'est-à-dire on mange proximité. Bon, c'est pas forcément ce qu'il y a. On mange bio pour éviter en effet qu'il y ait potentiellement un mode, par exemple, sur le plan des légumes, etc., qui est moins d'exposition à certains pesticides, certains insecticides, etc. Donc c'est sûr que ça apporte. Par contre, c'est vrai que dans quelques études, on montre que les populations socio-économiquement un peu plus favorisées n'auraient pas moins de polluants dans le lait de ses mamans. D'accord ? Donc, ce n'est pas complètement certain que ça réduit l'ensemble des polluants. Mais il est certain que quand on mange bio, on a une certaine garantie d'une moins grande exposition de certains produits à, en effet, de certains polluants. Donc, forcément, il y aura un passage moins important. Donc, ça reste des recommandations dans les limites de ce qui est faisable. Et je pense qu'il ne faut pas faire un focus que sur ça. Ce n'est pas parce qu'on ne mange pas bio qu'on a forcément un lait qui est réellement de meilleure qualité. Il y a aussi toute la gestion de d'où vient ce qu'on mange et comment on mange. Si la question est courte et la réponse courte, dernière question. Je voudrais faire un petit commentaire. Merci beaucoup pour cette présentation qui est très intéressante. Je voudrais rappeler que quand on a, dans le cadre du comité de nutrition, quand on a commencé à attaquer ce problème, on s'est attaché au problème, on va dire, on était au début un peu inquiet parce qu'on savait qu'on allait dire, non pas du mal, mais qu'on allait dire pour l'allaitement maternel qu'il y avait éventuellement quelques problèmes qui pouvaient se poser. Et donc là, tel que vous l'exposez, ouais. C'est explosif, que vous l'explosez, on va le redire, voilà. En pratique, c'est bien parce que ça permet de dire, non pas comme autrefois, l'allaitement maternel, c'est très bien, il ne faut pas parler, il ne faut rien dire contre l'allaitement maternel. Au contraire, maintenant, on peut moralement être autorisé à dire, avec l'allaitement maternel, il y a peut-être des précautions à prendre, il y a peut-être une organisation à faire pour protéger l'allaitement maternel en toute bonne connaissance de cause. Ça me paraît une étape très importante à franchir. Et surtout, il y a une implication du coup des familles, finalement, qu'elles n'auront pas quand elles préparent le biberon de lait artificiel. Quelque part, je vous ai mis tout ce qu'il y avait dans la boîte de lait artificiel. La mère, elle ne peut plus rien modifier. Donc là, il y a une implication, je pense, qui est importante finalement. Et je pense que ça fait partie du bien-être et de l'implication. Donc il faut aussi des outils clairs pour passer des messages clairs à ces familles. Donc c'est là que c'est aussi important. Et en effet, il faut éviter d'avoir cette politique d'éco-angoisse, d'éco-anxiété, quoi. Et surtout éviter ces messages-là qui prennent vite une vitesse à 100 à l'heure là, sur les réseaux, où rapidement on peut avoir des attitudes très néfastes finalement sur quelque chose qui reste quand même le mode de nourrissage reconnu depuis des siècles. Juste un mot. Ouais. Non, on termine, on a pas mal dépassé, on va essayer de... Mais sinon on retire à la présentation suivante. Merci beaucoup. Merci à vous.